Dis-moi, j'ai déjeuné avec une copine cette semaine qui soupçonne une dyslexie chez son fils. Et on a discuté pas mal du sujet. Elle avait plein de questions. Quel genre de questions là? Bah écoute, plein de questions qui pourraient faire le sujet d'une vidéo. Dyslexie, dysorthographie, troubles des langages écrits, troubles spécifiques des apprentissages. En fait, il y a plein de catégories. Et c'est quoi ces différentes catégories? En fait, c'est des termes qui sont assez proches, mais qui viennent de classifications différentes. La classification qu'on utilise typiquement, c'est celle du DSM-5. Dans ce manuel, on parle de troubles spécifiques des apprentissages, dans lequel il y a un trouble qui est en lien avec un problème de lecture, et donc ça équivaut un peu à ce qu'on appelle la dyslexie. Il y a un autre trouble qui peut être en lien avec des problèmes d'orthographe, de grammaire, ça se rapproche de ce qu'on appelle la dysorthographie. Et ces deux-là, c'est mis ensemble sous le terme de trouble spécifique du langage écrit. Et puis dans le trouble des apprentissages, tu as aussi une autre catégorie qui, souvent on l'appelle dyscalculie, et qui correspond à des troubles logico-mathématiques, qui aussi sont spécifiques. D'accord. Mais donc du coup, c'est des termes proches. Et du coup, c'est un trouble fréquent, parce que j'imagine que ça doit arriver que des gamins ne soient pas diagnostiqués et grandissent avec ces troubles sans le savoir. Ah oui, et c'est tout l'enjeu du diagnostic précoce, parce qu'on sait que l'évolution sera meilleure si on diagnostique ces situations-là tôt. Et ça biaise un peu les estimations du nombre de personnes qu'on peut envisager avoir une dyslexie d'orthographie. Donc suivant les études, on trouve des chiffres qui vont de 3% à 10%. Donc ça veut dire que c'est quand même néanmoins très fréquent, même s'il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de personnes qui présentent ces troubles-là. On estime qu'il n'y a pas loin autour de 5% des gens qui présentent ce type de trouble. Et il n'est pas rare que dans une classe d'une trentaine d'élèves, il y ait au moins 3 élèves qui aient des troubles de 10 ou apparentés. D'accord, donc c'est quand même assez fréquent. C'est très fréquent. Ok. Et parmi tous les troubles 10, la dyslexie dysorthographie, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ok. Et ça doit être difficile du coup, j'imagine, pour ces enfants d'avoir une confiance en soi, de réaliser un parcours scolaire fluide. Quand on n'est pas diagnostiqué, il y a quand même des risques de se sentir un peu diminué, non? Il y a beaucoup de jeunes que je reçois qui ont eu une dyslexie dysorthographie qui a été diagnostiquée tardivement, qui en fait se sentent bêtes, débiles, pas intelligents. Alors que c'est à l'inverse des critères qui permettent de dire qu'on a un trouble du langage écrit. D'accord. Dans les critères du DSM-5, il y en a plusieurs. Il y a le fait que ça interfère avec ce qui se passe dans le quotidien, que ce soit plus ou moins durable. Un autre critère, c'est que les troubles soient significatifs, importants. Et le dernier, c'est que ce soit spécifique. C'est-à-dire que c'est pas lié à autre chose, comme un problème de vue ou comme une déficience intellectuelle. Pour avoir un diagnostic de dyslexie d'orthographie, il faut faire un test de QI pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble global du raisonnement et qu'on est bien sur des troubles spécifiques. Ok, d'accord. Et est-ce que tous les dyslexiques, dysorthographiques ont le même symptôme? Est-ce qu'il y a des degrés différents dans ce trouble ou pas? Alors, évidemment, ils ont tous en commun qu'ils ont des fragilités pour lire ou écrire, en termes d'orthographe. Mais il peut y avoir de nombreuses différences entre ces jeunes. D'une part, parce qu'effectivement, il y a des degrés très différents. Il y a des jeunes qui ont des formes très très légères, ce qui fait qu'en général, la dyslexie est à peine visible, et que c'est surtout au niveau de tout ce qui est transcription, écriture, orthographe, grammaire, où ils sont gênés. Et puis d'autres qui ont des formes sévères, qui sont en grande difficulté pour lire le moindre texte. Donc on a des degrés très différents. Et puis après, il y a des formes différentes. Il y a une forme qui est en lien avec un problème de construction et d'assemblage phonologique. C'est-à-dire que pour lire, il faut mettre le me et a pour faire ma. Et il y en a qui ont des difficultés spécifiquement pour ça. Et il y en a d'autres qui ont des difficultés spécifiquement pour ce qu'on appelle plutôt l'adressage, c'est-à-dire que les mots, pour lire rapidement, on les apprend de façon entière. D'accord. Et donc du coup, on les reconnaît presque comme une photo, en fait, quand on les a vus souvent. Et donc il y en a qui ont plutôt des formes qui sont plutôt, on va dire, visuelles. Puis il y en a qui ont des formes mixtes. Donc il y a des formes très différentes. Et puis l'autre élément à prendre en compte aussi, il y a des jeunes qui ont de très bonnes compétences par ailleurs en termes de raisonnement, en termes d'attention et en termes du coup de compensation à trouver spontanément. Alors que d'autres
n'ont peut-être pas une bonne attention, ou un raisonnement particulièrement performant, donc ça va fragiliser d'autant plus leur performance à ce moment-là. Et puis on parle même de comorbidité, que comorbidité, ça pique un peu comme terme, mais c'est l'idée que quand on a un 10, il y a de fortes chances d'en avoir un autre. Ok. Et donc il y a des jeunes qui ont une dyslexie dysorthographie. Et une dyscalculie, quoi. Et une dyscalculie, ou une dyslexie dysorthographie, et un trouble de l'attention avec hyperactivité, un TDAH. Ok. Et donc là, on est aussi sur des expressions différentes. Et puis, outre la personne en soi, il y a tout l'environnement. C'est-à-dire que ce qui va faire que les symptômes vont être plus ou moins sévères, c'est est-ce que ça a été diagnostiqué tôt et est-ce qu'il y a une prise en charge précoce ou tardive. Plus c'est pris en charge tôt, évidemment, mieux ça évolue. Est-ce que le jeune va accéder à des moyens de compensation, on va y venir éventuellement. Est-ce qu'il reçoit beaucoup de stimulation au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a facilement accès à la lecture? Il peut y avoir plein d'autres éléments dans l'environnement qui vont faire aussi que ça va s'exprimer de façon plus ou moins importante. Et on peut guérir de ce trouble? Alors je dirais oui et non. Non, parce qu'un des critères dans le DSM-5, c'est que ce soit durable. Alors, durable, ça ne veut pas dire forcément toute la vie. Dans le DSM-5, il parle de 6 mois malgré des prises en charge adaptées. Dans la réalité, on voit quand même beaucoup plus. Et le trouble reste, même si, avec une prise en charge précoce et bien adaptée, on peut la voir quasiment disparaître, cette dyslexie dysorthographie. D'accord. Typiquement, ce qui va disparaître en premier, ça va être la dyslexie ou les symptômes de dyslexie. Et éventuellement, dans un second temps, plutôt ce qui est de l'ordre de la dysorthographie. Du coup, les étudiants qui sont à la fac, qui ont un diagnostic de dyslexie dysorthographie, en fait, à moins d'être particulièrement fatigués, malades, ou devant un texte particulièrement compliqué ou en anglais, finalement, ils ont acquis un certain nombre de moyens de compensation. En rééducation, on va travailler sur le problème phonologique ou autre, et puis on va aussi travailler sur les moyens de compensation qui sont presque spontanément pour le peu qu'on les stimule. Et là-dedans, il y a le fait que j'arrive pas à lire un mot, ok, mais si j'ai toute la phrase, finalement, avec les autres mots de la phrase, je peux anticiper et je peux un peu deviner et m'orienter sur différentes possibilités. Et donc c'est pour ça qu'on voit réapparaître, entre guillemets, la dyslexie, chez les plus grands qui sont mis devant un texte hyper compliqué où il n'a aucun sens, parce que le sens n'est pas accessible pour compenser la dyslexie dysorthographie. D'accord. Donc du coup, on n'en guérit pas complètement, mais on peut ne quasiment plus l'avoir. D'accord. Ça, c'est plutôt vrai pour les formes légères à modérées. Pour les formes sévérissimes, hélas, les troubles restent souvent importants. Alors du coup, ça se guérit pas, mais j'imagine que ça peut s'améliorer. Et du coup, grâce à quelles actions? Alors en premier lieu, c'est le travail fait avec l'orthophoniste. Plus il est précoce et plus ou moins intensif, ça dépend un peu des formes, plus il va être efficace. Et puis au fur et à mesure du temps, on va plutôt que de travailler à améliorer la fonction déficitaire, on va travailler à compenser, contourner. Et donc quand les jeunes grandissent, on va souvent leur proposer éventuellement de travailler sur ordinateur pour avoir un correcteur automatique et autres, ou sur tablette. Pour ça, on va aussi pouvoir leur proposer de rencontrer une ergo. Les ergos ont typiquement pour mission, parmi d'autres, mais d'aider les jeunes à saisir rapidement et d'utiliser les outils de compensation. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une autre piste. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on va veiller aussi à ce qu'il y ait une compensation et des aménagements qui soient mis en place. L'idée de ces aménagements, c'est de faire en sorte que les apprentissages du jeune soient possibles malgré la dyslexie dysorthographie, jusqu'à temps qu'il trouve les clés en grandissant pour les contourner lui-même, en fait, ces fragilités. Pour ça peut être des aides humaines, donc je parlais effectivement d'AVS, ça peut être aussi le fait d'utiliser l'outil informatique, qui peut être une aide importante. Et puis il y a aussi des aménagements pédagogiques simples, comme le fait de lire les consignes à haute voix pour tout le monde. Et donc il y a des aménagements pédagogiques qui peuvent entrer dans un PAP qui sont assez faciles à mettre en place une fois qu'on a le diagnostic médical. Et si on a le moindre doute pour nos enfants ou même pour soi-même, quelle est la première chose à faire? Alors la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin généraliste. Pour parler d'un trouble du langage écrit, il faut que ce ne soit pas lié à autre chose en fait, donc notamment un problème de vue. C'est pour ça qu'il faut passer en premier lieu par lui, il vous connaît et il pourra éliminer d'autres causes dans le problème de lecture et de transcription, puis probablement qu'il vous enverra voir une orthophoniste. Ça c'est le point de départ.
Tout le parcours du coup est un peu compliqué, il y a plusieurs éléments à avoir en tête, et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on vous dira comment savoir si vous êtes dyslexique. N'hésitez pas à nous encourager en mettant un petit like et à nous faire des suggestions de vidéos. Bye bye!